Ok, messieurs, je vous propose de démarrer notre webinaire. Bonjour à tous. On part sur ce 8e petit déjeuner de l'immobilier digital qui est proposé par la Foncière Numérique, l'ESSEC Business School, la RIX et puis Businessimo qui s'associe pour l'occasion sur ce webinaire qui était organisé conjointement par Michel Tolila, le président de la Foncière Numérique, que vous verrez peut-être apparaître de temps en temps dans la caméra où vous entendrez. Ah, mais Et qui a préparé ce petit déjeuner avec Patrice Noisette, professeur à l'ESSEC en charge du master immobilier. Très rapidement, je vous présente les intervenants qui vont venir nous parler ce matin. Gilles Allard, directeur immobilier du groupe Engie et président de l'ADI, l'association des directeurs immobiliers. Un autre Gilles, mais qui se prononce Giles Batman, directeur du développement Europe continentale de IWG, je vais y arriver, qui est un peu la maison mère de Regus et Spaces, pour ceux qui ont du mal avec les acronymes. Olivier Estève, directeur général délégué de Covivio côté foncière, et puis Maurice Gauchot, associé à la Foncière Numérique, à qui je vais tout de suite laisser la parole pour qu'on puisse parler du bail as a service, BaaS. On connaît le SaaS, Software as a Service. Et bon, aujourd'hui, beaucoup de questions se posent à la faveur de cette crise du coronavirus et de ce post-Covid-19 sur l'évolution du bail. Est-ce qu'il peut être plus évolutif dans son contenu, dans son offre, dans son modèle, dans sa durée? Maurice, juste une première question. Pourquoi ce titre et pourquoi maintenant? Je trouve que la crise sanitaire, tu viens de le dire, et ses suites ont eu de multiples conséquences sur l'immobilier tertiaire. Et notamment, elles ont développé des attentes de plus grande flexibilité chez les utilisateurs. Et tout ça a ramené au premier plan la question de la dépense immobilière et de son efficacité. Alors, pour illustrer ça, je passerai volontiers en revue quelques-unes des conséquences de la crise sanitaire sur notre secteur de l'immobilier tertiaire. La première de ces conséquences, c'est que les contraintes, je crois qu'il faut en être bien conscient, les contraintes imposées par l'État et respectées par les entreprises, quelquefois de façon extrêmement zélée, font qu'aujourd'hui, on ne loge plus dans les bureaux autant de gens qu'auparavant. Il suffit alors les pourcentages varient de 30, 40, quelquefois 50%, parce qu'à elle seule, la fameuse contrainte des 4 mètres carrés par poste de travail oblige ipso facto à maintenir le télétravail, puisque par définition, on ne peut pas accueillir tous les gens dans les bureaux. Ensuite, le confinement, on a beaucoup dit qu'il avait généralisé le télétravail. Moi, je préfère dire qu'il a banalisé le télétravail. Et on vient de voir qu'on n'a pas de choix, on n'a pas d'autre choix que de le continuer. Cependant, je pense qu'on voit les opinions évoluer ces derniers jours, ces dernières semaines. On pressent que les conséquences du télétravail ne seront peut-être pas toutes bénéfiques pour tout le monde, et surtout qu'elles ne seront pas forcément gratuites. Troisième élément, alors bon, on est tous satisfaits de voir que de jour en jour, la pandémie recule, mais malheureusement, et on le savait à peu près dès le départ, la récession, elle avance. Et elle pousse les entreprises, Gilles nous en dira sûrement un mot tout à l'heure, elle pousse les entreprises à faire des économies, et notamment sur l'immobilier. En face de cela, les entreprises sont confrontées à des baux qui sont souvent longs et plutôt rigides, mais bon, c'est le cadre juridique dans lequel tout le monde fonctionne. Et donc, ces entreprises, elles sont à la recherche, dans ce cadre un peu rigide, de plus de souplesse à court terme pour passer la récession et à moyen terme pour se retrouver dans une meilleure situation face à de prochaines crises. De ces contraintes, à mon avis, face à ces contraintes, les entreprises vont avoir du mal à prendre des décisions rapidement quant à la réorganisation de leur fonction tertiaire. Et dans cela, malgré tout, il y a une chose qui est certaine, c'est que le terme de la flexibilité et de la maîtrise des coûts immobiliers va devenir encore plus important aujourd'hui qu'hier. Et donc, c'est à cause de cela qu'on a eu l'idée de proposer comme thème de discussion entre nous le buy as a service, puisque nous pensons que l'une des voies sera certainement pour les propriétaires comme pour les utilisateurs, pour les propriétaires de facturer
sans doute à un moment ou à un autre, dans une proportion à débattre, autre chose que des mètres carrés, et pour les utilisateurs de disposer au sein de leur portefeuille immobilier d'espaces qui seront plus flexibles. Certes, dans ce contexte, le coworking offre une réponse intéressante, puisque à côté du travail chez soi, il pourrait proposer de travailler près de chez soi et de ce fait être compatible avec l'utilisation plus contrainte des bureaux à laquelle on est confronté. Les propriétaires, quant à eux, que représente aujourd'hui Olivier, ils sont forts des baux en cours, et ces baux en cours, il n'y a pas de raison de les interrompre. C'est le contexte légal, encore une fois, dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais en même temps, on sait bien qu'ils se posent la question de savoir comment accompagner au mieux leurs locataires dans cette situation et comment répondre aux attentes de flexibilité. Donc, dans tout cela, je dirais que quand je parle avec les uns et les autres, ce que je fais assez souvent, il y a une sorte d'image qui se dégage, qu'on va essayer de tester ce matin entre nous, une sorte d'image qui se dégage d'un immobilier dans lequel le siège serait le lieu de l'identité, le lieu de l'image, le lieu des rencontres. Et à côté de cela, un télétravail qui ne serait pas toujours de chez soi, mais plutôt une multiplication des espaces de travail qui justifierait sans doute d'autres stratégies, d'autres modes de management. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, et singulièrement de la proportion et des conditions dans lesquelles les relations entre propriétaires et utilisateurs vont évoluer à la suite de cette crise et de cette récession. Voilà, mon propos introductif est terminé sur le titre Buy as a Service. Merci beaucoup, Maurice. Je vous propose qu'on fasse d'abord un premier tour de piste et puis ensuite on va rentrer vraiment dans le débat. Gilles Allard, pour Engie et plus généralement pour les adhérents de l'ADI, donc les directeurs immobiliers, quelles ont été un peu les demandes à la fois des COMEX, des directions générales, ou les initiatives des directions immobilières en termes de flexibilité et face à l'impact de la crise qui s'annonce ou dans laquelle on est dedans, en tout cas sur le tertiaire. Comment vous avez réagi en tant que directeur immobilier? Oui, merci, bonjour à tous. C'est vrai qu'il y a une forte pression sur les directions immobilières. Alors, je ne parle pas spécifiquement d'Engie, mais plus largement des entreprises, puisque au sein de l'association des directeurs immobiliers, l'ADI, nous avons organisé des after-work hebdomadaires par Teams et pour aussi mesurer les préoccupations des uns des autres, partager les expériences. Et effectivement, il y a des enjeux de court terme, au-delà de toute la gestion des confinements, hein, dont je ne parle pas ici. Des enjeux de court terme, et en particulier selon les secteurs, presque des enjeux de survie avec le fait de préserver le cash de l'entreprise et donc de chercher des voies de réduire les dépenses, de négocier avec certains bailleurs des reports de loyer dans des opérations de nouvelles franchises. Donc, il y a eu cette pression, je dirais, à très court terme. Et puis, il y a une demande finalement à moyen terme qui est l'immobilier étant une part importante des frais généraux, et bien, de réduire l'empreinte, de réduire les mètres carrés, qui est le premier levier pour réduire les coûts. Et puis, de regarder en fait ces engagements locatifs. Du coup, de se reposer la question d'opérations en cours, sont-elles maintenues, suspendues, annulées, et regarder les engagements locatifs qui arrivent à expiration prochainement ou à plus long terme. Donc, d'engager une réflexion de moyen terme pour réduire cette empreinte qui donc met vraiment les directions immobilières sous pression. J'entends le mot « que réduire ». Je voudrais passer la parole juste à Olivier Estève. Comment réagit un propriétaire bailleur, une foncière, quand on n'entend que ce mot par rapport aux entreprises qui veulent réduire leur empreinte immobilière, réduire leurs coûts derrière? Comment vous avez réagi ou comment vous réagissez chez Covivio? Alors nous, chez Collier, bonjour à tous. Chez Covivio, on a principalement des clients qui sont des grands comptes et des ETI. On a
comme le disait Gilles, accompagner ces grands comptes dans une démarche partenariale. On a étudié chaque cas, en fait, et souvent, effectivement, c'était des questions soit d'étalement du paiement des loyers, soit de franchise versus allongement. Hein. C'est un peu comme ça qu'on a traité avec les grands groupes. Et encore une fois, pour préserver le cash dans les entreprises, on a la chance, nous, chez Covivio, on n'avait pas d'enjeu de cash. On a de la visibilité de ce côté-là. Donc, ça nous a permis d'accompagner nos clients. Et c'est aussi l'intérêt pour des entreprises d'être clients chez des grandes foncières qui ont la possibilité de les soutenir quand ça va un peu plus mal. Parce que je pense que si on est face à un particulier qui, lui, a de l'autre côté des emprunts à rembourser, ben, c'est plus difficile d'avoir ce genre de souplesse. On a eu aussi parfois, on en a profité pour revisiter des baux, de discuter de la flexibilité. Voilà. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment du sur-mesure pour chaque entreprise. Pour les entreprises plus petites, on a fait parfois, et notamment évidemment les TPE, les commerces, des gestes qui ont été la suppression des loyers pendant le confinement. Hein. Donc ça, c'était un peu ce que le gouvernement avait sollicité et on a évidemment suivi sur ce thème. Et puis aussi travailler beaucoup avec les entreprises sur le court terme, qui étaient les conditions, et Maurice en parlait un peu sur la densité, sur les conditions de la reprise au niveau sanitaire. Voilà. Et une très forte demande de tous les utilisateurs, des questions techniques sur la clim, notamment la qualité de l'air, le filtrage, etc. Et aussi les accompagner avec des protocoles et des labels. Donc, on a travaillé avec des entités pour certifier un peu nos protocoles sanitaires, pour rassurer les entreprises. Et après, la vraie question pour nous, c'est le moyen terme. Hein, c'est ce qu'évoquait Gilles, c'est cette demande de réduction qu'on sent un peu partout. Après, les gens parlent. Moi, j'aime mieux parler d'optimisation, en fait, des coûts et de l'empreinte immobilière, parce que je n'ai pas entendu une seule entreprise me dire je vais loger mes collaborateurs moins bien, je vais les mettre dans des locaux inadaptés, j'ai mal localisé pour payer moins cher. Parce que ça serait ça la solution. Hein. Aller en troisième couronne. Et moi, si vous voulez, j'ai des bureaux dans des villes secondaires, en province, en banlieue de villes secondaires, vous allez voir, ce n'est pas cher du tout. Hein. À 90 € du mètre carré, vous pouvez avoir des bureaux. Mais je pense que ce n'est pas ça le débat. Hein. Le débat, c'est comment, c'est ce qu'un peu Maurice a dévoilé au début, comment on travaille sur la flexibilité, qui est une forte demande, la réduction de l'empreinte, mais par contre, une qualité toujours croissante de nos immeubles et de l'offre de services dans ces immeubles. Olivier, juste à ce stade, il n'y a pas de remise en cause du bureau parce qu'il y a un immense phénomène autour des remote companies aux États-Unis. Il y a aujourd'hui un effet de mode sur le télétravail, sur tous les plateaux de télé, on ne parle que de ça. Il y a des tribunes dans tous les sens. Aujourd'hui, très concrètement, je ne parle pas moyen ou long terme, mais très court terme, il n'y a pas de remise en question des positions des entreprises, ou en tout cas des locataires de Covivio. Pas du tout. Tous, alors c'est vrai que ça a banalisé le télétravail, hein, comme le disait Maurice, mais ce n'était pas du télétravail. Hein, on était de façon obligatoire chez soi avec ses enfants, sa femme, son chien. Voilà, ce n'est pas tout à fait du télétravail. Donc autant tout le monde a dit oui, ça fonctionne, on peut travailler à distance, pas nécessairement chez soi d'ailleurs, ça peut être dans un tiers-lieu, mais certainement pas 100% du temps. Et moi, quand je vois l'appétit des collaborateurs, nous on a commencé à revenir au bureau pour revenir au bureau. Et quand tu vois le monde qu'il y a autour de la machine à café, c'est très difficile de faire respecter les gestes barrières, parce que les gens sont tellement contents de se retrouver, d'aller en terrasse, etc. On voit bien que le lien social est important. Et moi, j'entends plutôt les entreprises dire le bureau, il va devenir de plus en plus une plateforme collaborative, peut-être, de moins en moins du bureau individuel, parce qu'il y a certaines tâches qu'on pourra faire effectivement ailleurs. Mais par contre, il reste fondamental dans la création du lien social, la culture d'entreprise et tout ce qui va avec, et puis l'efficacité collective. Très bien. Je finis mon petit tour de table avec Giles Batman. Comment le groupe IWG, lui, a réagi face à cette crise qui impacte tout le monde, à commencer par les centres d'affaires et les acteurs du coworking? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc d'abord, qui est IWG, International Workplace Group? Nous sommes 3500 centres d'affaires dans le monde, peut-être plus connus sous nos différentes marques, Regus, Spaces, HQ, Signature et Number 18, et en France, Stop and Work. Chaque marque représente différentes localisations, prix et expérience client. Nos centres composent de bureaux fermés, coworking, salles de réunion. En France, nous avons 120 centres ouverts et nous existons depuis une trentaine d'années et on a vécu déjà plusieurs crises. Alors, peut-être un rappel sur le contexte global sur le métier du flex.
Le flex est la partie de l'immobilier d'entreprise qui a vécu la plus grande croissance depuis quelques années. Le travail flexible a vécu plus 1000% depuis une décennie. Le travail est désormais multilieu. Alors, pour faire un petit point rapide sur la situation avant la pandémie, la croissance de notre industrie est basée sur des fondamentaux apportant des bénéfices clés et ces fondamentaux restent totalement intacts, à savoir moins de trajets et donc de temps perdu et de pollution, une meilleure productivité. 73% des employés considèrent que la productivité est équivalente ou meilleure en travaillant à distance. Un meilleur équilibre travail-vie privée, des réductions des coûts pour les entreprises. 45% des utilisateurs utilisent les lieux partagés pour réduire les coûts immobiliers. Et enfin, la flexibilité et la proximité d'autres entreprises, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fameux coworking. Alors, pourtant, certaines entreprises ont toujours des réticences pour les sécurités des données et la technologie, et les employeurs ont une confiance limitée dans la capacité de salarié de travailler en flex. Alors, comme évoqué par Olivier, il s'avère que depuis mi-mars, nous avons tous vécu la plus grande expérience flexible de tous les temps, le home working forcé. Et cette expérience a évidemment soulevé des challenges. Et nous avons réalisé des sondages qui ont constaté 6 personnes sur 10 ont eu des difficultés de connectivité, 30% constatent d'avoir eu des distractions, 50% des entreprises s'inquiètent pour les données et 23% des personnes qui ont travaillé depuis le domicile ont souffert du manque de leurs collègues, l'absence d'échanges face à face. Alors, quel constat tirer de cette expérience pour la suite? C'est ça la question. Il est certain que l'entreprise de demain sera multilieu. Le bureau, la maison, les centres d'affaires, les gares, les aéroports. Ce modèle s'appelle en anglais un distributed workforce. Alors pour IWG, la crise sanitaire liée au coronavirus a servi comme catalyseur d'une évolution déjà très, très bien engagée. Donc, à titre d'exemple, nous avons reçu la semaine dernière une demande pour 500 postes répartis sur une vingtaine de sites en Île-de-France. Et nous pensons que d'autres entreprises vont proposer à le salarié plus de choix géographiques. Alors, quelles sont les implications pour la suite pour notre industrie? Je pense que c'est ça véritablement la question. Moi, j'ai identifié 4 axes majeurs. La croissance en périphérie des grandes villes, des lieux alternatifs de travail. 2, l'accélération des stratégies flex des utilisateurs, impliquant la réduction des surfaces des sièges centraux au profit d'autres lieux, home office, tertiaire lieu, à plus près des domiciles. Davantage de partenariats entre les acteurs comme nous et les propriétaires en vue de fournir et gérer les espaces dans les immeubles et créer de la valeur et des services tels que les cowork dans les lobbies des immeubles. Et finalement, le net spacing, et ce sont des entreprises qui souhaitent une solution clé en main de A à Z, qui vont donc solliciter nous pour externaliser toute la chaîne de recherche, de prise à bail, de passons par les travaux et la gestion de sites. Donc, aujourd'hui, notre priorité, bien entendu, est de permettre aux salariés des entreprises de retourner au travail dans les bonnes conditions et en toute sécurité. Et je profite de dire que tous nos centres sont ouverts. Et suite à ça, nous avons levé, vous avez peut-être vu dans la presse la semaine dernière, 360 millions d'euros et nous regardons clairement des opportunités de croissance externe. Et vous avez peut-être également vu, à titre d'exemple, que nous avons repris un site de 3000 m² à Hong Kong la semaine dernière. Donc, toutes les opportunités nous intéressent. Merci pour votre attention. Gaël, je vous laisse reprendre la main. Merci beaucoup. On va revenir un peu sur tous ces éléments. À commencer par le premier, on a déjà un tout petit peu parlé du télétravail, mais peut-être si ça devient la nouvelle norme dans certaines entreprises, au point même d'inverser, je pense à la logique du groupe PSA qui a mis le sujet sur qui a mis le débat chez lui. Comment vous voyez un peu
cette évolution et cet éclatement du travail, une partie chez soi, une partie à proximité de ces lieux d'habitation. Giles, est-ce que vous avez développé une offre autour de ça? Et puis j'aimerais poser la question à Gilles Allard et à Olivier également sur est-ce que ça ne va pas rechanger le schéma directeur immobilier de certaines entreprises et peut-être ressusciter côté propriétaire des localisations dont on ne pensait pas que c'était du prime, et je pense peut-être aux banlieues de métropoles régionales où les gens habitent. Giles d'abord. Alors, je pense que ça se traduit par les différentes marques, les localisations et les différents types de produits au sein de nos centres. Donc, d'abord, oui, on a clairement, nous, lancé un produit qui s'appelle Stop and Work. Donc, il s'agit des centres d'affaires qui sont plutôt à côté des lieux d'habitation, donc pas forcément les lieux très, très tertiaires. Et donc, il s'agit clairement d'aider les entreprises ou les salariés ne vont pas tous les jours prendre le chemin de faire tout le trajet vers le centre de Paris. Et donc, on vit un véritable succès avec ça. Également, on a différents types de produits, et ça, c'est important à soulever. Le mot flex ou coworking porte des fois un petit peu la confusion. Clairement, on a ce qu'on appelle open coworking. Ça veut dire avec une carte, vous pouvez aller dans un espace et travailler où vous voulez. On a des postes réservés. Donc, vous pouvez avoir un poste réservé dans un open space ou vous pouvez avoir les bureaux fermés. Mais très clairement, on croit qu'il y aura une croissance, notamment des grandes entreprises, de vouloir avoir multiples lieux autour des grandes villes pour permettre à leurs salariés de travailler pas loin de leur domicile. Gilles Allard, est-ce que ça remet en cause les traditionnels schémas directeurs immobiliers des grands ou des grands groupes ou des entreprises plus moyennes? Finalement, au lieu de tout concentrer sur un campus, sur un immeuble siège, est-ce qu'il n'y a pas une forme de réseau physique de bureaux qui peut venir en complément du home office et en complément peut-être d'un siège social plus traditionnel? Oui, ça remet en cause les modèles, les schémas directeurs. Effectivement, la part du télétravail va certainement être croissante et comme l'ont dit les uns les autres, on va finalement évoluer de plus en plus vers des formes hybrides où il y aura plusieurs lieux de travail et son poste de travail est multiple. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va réduire de façon un peu, mais extrêmement drastique les besoins. Tout à l'heure, mon propos était peut-être un petit peu réducteur parce qu'effectivement, on a une pression sur la réduction des mètres carrés, la réduction des coûts, l'anticipation de plans d'économie du fait de la crise. Mais cette vision financière n'est pas la seule. Avant tout, les collaborateurs travaillent, sont à leur poste de travail, quel qu'il soit, pour contribuer, pour être efficace. Et on a vraiment besoin de garder ce lien social, comme Olivier en parlait tout à l'heure. Et le fait de se retrouver dans un lieu, de le partager et d'y venir, en fait, pour collaborer va rester capital, en fait. Et tout l'informel, toute la valeur ajoutée qu'on a à être ensemble, il ne faut surtout pas le perdre de vue. Alors, les entreprises qui ont annoncé des plans importants de télétravail, je ne pense pas que ce soit dans un mode panique parce qu'il y a une situation de crise qui les étrangle. C'est forcément des réflexions qu'elles avaient déjà auparavant et qui impliquent une refonte aussi assez profonde de la façon de manager les équipes. Parce qu'il y a certainement un mode de management qui va être différent entre avant où la plupart du temps on était au même lieu et dans le futur on sera beaucoup plus dans des lieux multiples, mais il faut garder un lien avec les équipes. Donc tout ça ne va pas se faire immédiatement en tirant un trait, on fait moins X%. Ça va nécessiter du temps, ça va nécessiter effectivement une réflexion sur les schémas directeurs, ça va nécessiter une réflexion sur les modes de management pour que l'entreprise reste performante, efficace, que les collaborateurs soient autant engagés et performants.
Merci. Olivier, sur demain, les nouveaux schémas directeurs immobiliers et les réseaux de bureaux physiques qui pourraient venir en complément du home office, comment on regarde ça côté Covivio? Est-ce que ça peut ressusciter le bureau à 90 € en banlieue de la métropole régionale? Peut-être. En tout cas, il y avait une expérience qui avait été tentée, je crois que c'était par Nexity, qui avait à un moment donné lancé Blue Office, et c'était un peu cette idée d'offrir aux travailleurs près de leur domicile des tiers-lieux avec des conditions de travail, parce que c'est la question, effectivement, chez soi, on n'est pas forcément dans des bonnes conditions pour travailler. Non, nous, on est, en tout cas, moi, ce que je peux dire modestement, c'est à travers les discussions qu'on a avec nos clients, et effectivement, on sent bien ces réflexions autour d'un mode de fonctionnement hybride avec. Alors, c'était déjà des tendances qui étaient embarquées. En fait, la crise, elle n'a fait qu'accélérer un peu ces réflexions. Mais la question de dire comment je fais un combo entre du télétravail, des solutions, des bureaux un peu plus pérennes pour nous sous forme de bail, où je suis propriétaire éventuellement pour cette entreprise qui là vraiment incarne, c'est la maison de l'entreprise qui incarne la culture et qui permet effectivement de doper l'efficacité collective et surtout d'accueillir les gens et d'être attractif pour les gens. Et puis ces fameux tiers-lieux, nous, c'est un peu ce qu'on a développé avec Wellio, avec dans l'idée que les entreprises et qu'on pouvait proposer à nos clients un combo mixte bail et solutions flexibles, puisque dans l'optimisation des coûts, il y a cette notion de flexibilité, de pouvoir aussi consommer finalement du mètre carré ou des postes de travail ou des espaces projets quand j'en ai besoin et pouvoir les restituer quand effectivement ce n'est pas nécessaire, ce qui me permet de faire varier mon empreinte immobilière. Donc ça, nous, on sent que c'est la tendance. Ce n'est pas toujours simple à mettre en œuvre, parce que nous, de notre côté investisseurs, il faut bien qu'on amortisse nos investissements, donc il faut quand même idéalement de la visibilité sur les flux. Et c'est vrai qu'on était sur des modèles, plus les baux étaient longs, mieux on se portait, j'allais dire. Donc à nous de réinventer aussi ça. Et petit à petit, on va de plus en plus vers du service, effectivement, et apporter des solutions clés en main, s'occuper de la gestion des immeubles, proposer des solutions informatiques dans nos espaces Wellio, on vend des solutions IT. Enfin voilà, on dépasse le cadre de simples propriétaires immobiliers gestionnaires d'immeubles. Et on va devoir s'adapter. Ça pose plein de questions. Ça pose la question aussi sur la formation des gens, sur la professionnalisation de la filière des gestionnaires d'immeubles, faire passer les gens de gestionnaires d'immeubles à gestionnaires de clients. C'est un vrai boulot. C'est pas et c'est notre expérience hôtelière nous sert pas mal, puisqu'on considère aujourd'hui qu'on est de plus en plus vers de l'hôtellerie de bureau, en fait. Après, avec des durées de séjour plus ou moins longues, du long stay ou du short stay, mais il va falloir effectivement être un peu dans cette logique-là. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé de flexibilité. Je voudrais poser une question à l'ensemble de nos intervenants sur quel est le prix de la flexibilité. Est-ce que la flexibilité qui est demandée par les entreprises et qui est un peu compréhensible parce qu'on avance tous un peu dans le brouillard, est-ce que cette flexibilité coûte nécessairement plus cher? Et si oui, les entreprises sont-elles prêtes à payer cette flexibilité, surtout en période de crise où aujourd'hui, clairement, il y a des questions de moyens, comme le disait très justement Maurice en introduction. Qui veut démarrer sur cette question de la flexibilité? Maurice, non? Moi, je veux bien démarrer sur la question de la flexibilité. Je pense que au total, on a beaucoup entendu, j'ai moi-même parlé de ça, on a beaucoup entendu problématique de maîtrise des coûts immobiliers, de leur diminution ou tout au moins de leur optimisation. Et je pense que pour apporter cette souplesse, pour apporter cette flexibilité, il va falloir s'appuyer. C'est déjà le cas chez pas mal de propriétaires, chez pas mal d'utilisateurs. Il va falloir s'appuyer sur les nouvelles technologies, que ce soit les technologies liées à l'optimisation de l'occupation ou les technologies liées à l'optimisation de l'exploitation. Aujourd'hui, on sait, enfin, le numérique, on est bien placé pour le savoir, on sait qu'il y a de l'espace pour réduire les coûts d'exploitation en optimisant, notamment en acquérant une meilleure connaissance des immeubles pour les propriétaires qui passent par leur numérisation, pour appeler les choses par leur nom, et qui débouchent sur une capacité à facturer dans la transparence autre chose que des mètres carrés aux locataires ou aux coworkers qui, à leur tour, travaillent avec les utilisateurs. Donc, pour moi, flexibilité va avec nouvelles technologies très clairement.
Et c'est une voie dans laquelle tout le monde peut s'engager, où tout le monde peut avoir des bénéfices à trouver, à espérer, que ce soit les propriétaires, que ce soit les utilisateurs, ou que ce soit les sociétés comme celle que Giles représente. Vous êtes d'accord tous avec cette analyse de Maurice, Giles? Oui, en fait, c'est quoi la flexibilité? La flexibilité, c'est la possibilité d'être dans plusieurs lieux, de changer souvent, donc entre les différentes, la maison, le centre d'affaires, les bureaux classiques. Moi, je crois que pour les entreprises, ça va forcément venir avec une réduction de surface, entre guillemets, classique. Les jours d'avoir tous les mètres carrés dans le centre d'une ville où ça coûte en plus assez cher, je pense, est limité. C'est enfin, pour moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a différents types de lieux flexibles et au sein même des centres d'affaires, vous avez différents types d'occupations. Et en fait, c'est en combinant ces différents types d'occupations et d'avoir la possibilité d'en changer que l'entreprise va réaliser les économies. Mais ça coûte plus cher ou pas, l'immobilier ou du mètre carré flexible, la possibilité de sortir quand on veut, d'agrandir ou de diminuer sa surface en fonction de son activité. Du coup, ça se paye, cette flexibilité? Alors, est-ce que ça se paye? Ce qui est clair, c'est que si vous avez, entre guillemets, un bail classique et vous avez plus besoin d'une partie des surfaces, ça va vous coûter également. Donc, l'idée de la flex, c'est que justement, ça peut servir comme clé d'ajustement. Donc, peut-être les entreprises vont prendre moins de surface, entre guillemets, classique. Donc, le siège va être d'une taille réduite, donc moins cher ce qu'il est actuellement. Et ensuite, l'entreprise va utiliser aussi la flex de varier le nombre de sites qu'ils utilisent. Oui, pardon, Olivier. Non, mais sur ce thème, simplement pour dire, oui, ça coûte forcément un peu plus cher parce qu'on paye finalement cette option, mais ça coûte plus cher ramené au mètre carré. Mais en coût global pour l'entreprise, c'est plus efficace, comme le disait Giles, parce qu'effectivement, elle ne va utiliser que ce dont elle a besoin. Et aujourd'hui, on voit des entreprises qui ont effectivement des baux avec des surfaces qu'elles utilisent plus ou moins bien. Hein. Je parle, le taux d'utilisation, Maurice parlait de mieux connaître les immeubles. Nous, on s'est amusé à faire le taux d'utilisation des salles de réunion chez nous, c'est inférieur à 40% du temps. Et pourtant, tout le monde se plaint que, soi-disant, il n'y en a jamais. Enfin, bon, elles sont toujours vides, voilà, et il y a 40% du temps. Donc, tout ça, si on peut effectivement travailler sur cette flexibilité, travailler sur ces coûts, ça donne comment dire, des économies. Et quand il y a pas mal d'études qui ont été faites, et pas par nous, hein, par un certain nombre de brokers, etc., pour comparer le coût de solutions de type Spaces ou Helio, etc., avec du bail classique, sur des durées courtes, c'est beaucoup plus compétitif. Si on réintègre tous les coûts, l'amortissement, les travaux, les coûts le ménage, le nettoyage, etc., le coût de gestion de ces contrats, eh ben, c'est beaucoup plus économique d'aller vers ce type de solution que vers des solutions de type bail. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je pense que si on regarde ce qui s'est passé jusqu'à il y a quelques années, le travail sur les coûts, il s'est fait principalement sur la densité. On est passé de 20 mètres carrés par poste de travail à 12 mètres carrés, et puis voire plus dans certains cas, etc. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'on est à peu près au bout de ce travail-là. On ne pourra pas densifier plus, peut-être même un peu moins compte tenu de ce qu'on vient de vivre. Voilà. Donc, il va falloir trouver d'autres ressorts et la flexibilité paraît être la voie vraisemblablement la plus vertueuse, en tout cas, pour y arriver. Comment les entreprises regardent ça, Gilles Allard? Oui, tout à fait. Écoutez, on se doute bien que la flexibilité, si on a des surfaces dont on peut partir avec un préavis assez court terme, on se doute bien que tout ça a un prix. Donc, les entreprises vont raisonner plutôt sur le coût global, l'empreinte, et trouver d'autres optimisations par leur schéma directeur en quittant quelques sites, le cas échéant, pour les grandes entreprises. Et puis, il y a un autre aspect, c'est tous les engagements qui sont là, tous nos engagements locatifs. Donc, avec le développement du télétravail, des politiques aussi dans beaucoup d'entreprises de flex office. Donc, on a finalement des espaces
qui permettent aussi des économies, qui permettent théoriquement de mieux fonctionner. En tout cas, c'est le but d'être plus efficace, mais qui conduisent à des économies parce qu'on n'a pas à réaménager les bureaux en fonction d'organisations qui changent assez souvent dans les grandes entreprises, mais on a des espaces collaboratifs, on a des postes de travail, tout ça est flexible en fonction des évolutions d'organisation. Mais les entreprises qui ont des engagements et qui louent des surfaces peuvent aussi avoir des surfaces vacantes. Donc, ces surfaces vacantes, là, je prends le cas d'Engie, on a nous-mêmes développé une offre de coworking sous la marque Lodge, qui nous permet finalement de commercialiser dans un format de service, comme les autres intervenants, mais beaucoup plus modestement, bien sûr. En tout cas, qui permet de commercialiser des services et finalement de valoriser ces surfaces vacantes. Ça, on peut le faire aussi avec les bailleurs. Je pense qu'Olivier, c'est quelque chose qu'il pratique. Si des sociétés prennent à bail dans ces immeubles, il peut tout à fait gérer, opérer un espace qui pourra respirer en fonction des besoins de l'utilisateur principal de l'immeuble. Ou les entreprises peuvent aussi externaliser la gestion de ces surfaces auprès d'acteurs professionnels du secteur. Là, je pense que Giles ne démentira pas non plus. Donc, on sait que la flexibilité, elle a un coût, mais on va chercher des optimisations très, très globales et on peut, nous-mêmes, utilisateurs, trouver des voies et moyens pour valoriser les surfaces pour lesquelles nous sommes engagés et dont on n'aurait plus tout à fait les mêmes besoins maintenant ou dans les années qui viennent. Gilles, quelque part, vous organisez en fait une forme de sous-location. Oui, de services. Alors d'ailleurs, sur une grande partie de notre portefeuille immobilier en France et en Belgique, nous avons concentré la gestion sur une entité de services partagés qui facture ensuite aux utilisateurs internes et qui facture sous un format de buy as a service, en fait, déjà. Donc, nos entités sont déjà habituées à cette flexibilité et donc à ajuster leurs besoins. Et cette entité de services partagés est chargée de l'optimisation d'ensemble. Alors, ça peut avoir quelques contraintes parce que là, avec la crise, nous avons des business units qui très rapidement nous disent ben là, je rends 2 étages à tel endroit. Donc, on reporte la charge de la vacance sur cette entité de service partagé. Donc, à elle de se débrouiller. Mais on voit bien que cette logique-là est inscrite, en tout cas, est parfaitement comprise par nombre d'entités. Je suis heureux de voir que Gilles partage notre vie de propriétaire, vie ma vie de propriétaire. Si on pousse un cran plus loin, est-ce que la volonté des entreprises de flexibiliser au maximum leur poste immobilier peut avoir, afin notamment de piloter les coûts, est-ce que ça peut avoir la peau du bail 369 et du coup, dans l'affirmative, quels en seraient les impacts pour les propriétaires, pour les investisseurs, les foncières, les fonds d'investissement, les CPI, qui ont quand même construit une grande partie de leur performance et de leur attractivité sur la stabilité et la pérennité des cash flows? Est-ce que ça, demain, ce n'est pas un grand risque pour l'investissement immobilier ou pour l'industrie immobilière? Maurice? D'abord, on ne va pas faire d'histoire, parce que ce sera fastidieux et long, mais le bail 369 a été conçu pour les petits commerçants et a été utilisé par extension pour les entreprises à un moment où les entreprises, et c'était dans la fin des années 50, début des années 60, plus des années 60 d'ailleurs, ont cessé de vouloir investir leur argent dans leurs outils immobiliers et ont cherché donc comment les louer, notamment sous l'impulsion d'intervenants anglo-saxons, des Anglais, qui sont venus ici en France, notamment créer les premiers entrepôts en location, etc. Donc, ne perdons pas de vue que le bail 369 couvre un ensemble de sujets, dont certains sont des sujets très, très délicats à reprendre. Pour ma part, et compte tenu de l'expérience que j'ai pu avoir, notamment dans le domaine du développement durable, dans le domaine d'un fameux décret qui a mis le temps qu'on sait pour sortir,
Je dirais qu'il vaut mieux, comme on le voit aujourd'hui, compte tenu du contexte, de l'atmosphère de la discussion entre les différents participants. Là, en ce moment, on voit qu'on est capable de trouver des solutions sans remettre en cause des dispositifs qui sont des dispositifs législatifs dans lesquels le politique viendra jouer un rôle qui ne sera pas un rôle d'accélération, bien au contraire, et qui sera sans doute un rôle de paralysie et autres. Ne croyez pas que je vois ça négativement. Je pense que ce qui est remis en cause, ce n'est pas le 369, c'est, et je crois qu'Olivier l'a dit, une approche plus globale des sujets immobiliers des utilisateurs par les investisseurs. Je peux donner un exemple, Gaël, sur ce qu'on a fait avec un de nos grands clients qui avait un immeuble dans Paris dont il n'avait plus l'usage en totalité. On a travaillé ensemble, on a réduit l'assiette du bail. On a, nous, investi pour transformer 2 étages en plateforme, en plateau collaboratif avec des services, etc. On lui a demandé en contrepartie qu'il s'engage à assurer 50% du chiffre d'affaires de ces nouveaux espaces. Et puis, nous, on a installé un Wellio et puis on va chercher le reste de la clientèle. Donc voilà, on s'est adapté, on leur a fourni un service, on a augmenté la qualité de l'immeuble parce qu'ils ont accès à un panel de services qu'ils n'avaient pas avant dans l'immeuble. Et puis, en même temps, eux ont réduit leur assiette et ils ont concentré finalement le bail uniquement sur les locaux dont ils ont besoin en dur pour une longue durée parce qu'ils ont de la visibilité là-dessus. Donc, ce n'est pas forcément la mort du bail 3, 6, 9, 6, 9 ou plus. Après, ça veut dire que, comme tu disais, on devient plus un prestataire de services. Donc, on est aussi dans une stratégie d'acquisition de clients et de fidélisation de clients. Il va falloir créer de l'affectio societatis. Et la garantie de nos flux, ça sera en partie des baux et ça sera en partie notre capacité à générer du flux de clientèle et à les satisfaire, comme quand on opère des hôtels. C'est l'hôtellerie tertiaire en plus du bail classique. Et là-dessus, est-ce que aujourd'hui, les acteurs immobiliers, les opérateurs immobiliers, notamment les investisseurs, sont prêts à passer d'une gestion de l'immeuble à une gestion du client, ou est-ce qu'il faut encore des intermédiaires et je pense notamment aux coworkers et aux acteurs du coworking, Olivier et Giles? Ça dépendra beaucoup de la nature de l'investisseur. Je pense que des foncières comme les nôtres, qui opéreront sur toute la chaîne de la création de valeur, depuis l'acquisition, la gestion, l'asset management financier, pourront le faire et muteront. Après, ça sera peut-être pour tu citais les SCPI, les OPCI, elles auront peut-être besoin effectivement de travailler en partenariat avec des entreprises comme IWG ou des partenaires prestataires de services. Oui, je pense qu'une grande partie du parc, néanmoins, reste conventionnel. Et il ne faut pas oublier ça. Cependant, oui, les entreprises souhaitent plus de flexibilité. Si on regarde les estimations, 30% des surfaces pourraient être plutôt flex par 2030. Et je pense qu'il faut aussi regarder les études qui ont été faites sur les valorisations des immeubles. Si vous prenez un immeuble avec plusieurs locataires et vous avez un opérateur flex sur une partie de l'immeuble, ça améliore la valorisation des baux parce que les utilisateurs les locataires sont moins propices à partir à des différentes échéances. Et je pense que les propriétaires voient clairement qu'il faut que les immeubles répondent à la demande qui existe et d'avoir une partie de flex dans leur immeuble apporte une vraie valeur qui est demandée par le locataire. Et nous vivons beaucoup d'expériences où ils souhaitent que ça soit fait par quelqu'un dont il est habitué à le faire en volume. Je vous donne juste un exemple. À Amsterdam, on a repris la gestion de toutes les parties communes et l'entrée, et on a installé un cowork dans un grand lobby. Ça s'appelle Amstel. Et donc, les locataires payent ces mètres carrés cher. Souvent, on voit les jolies plantes, fontaines, etc. Mais on a installé un énorme cowork et donc, on a géré ça à partir de la réception. Et c'est une vraie valeur ajoutée pour les utilisateurs de l'immeuble, un vrai argument de commercialisation. C'est un véritable succès et c'est ce genre de choses qu'on est assez habitué à faire pour les propriétaires pour apporter de la valeur dans les immeubles.
Et dans Buy as a Service, il y a service. Alors, qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on peut facturer autre que des mètres carrés? Car finalement, on revient toujours à une notion de mètres carrés. Est-ce que toute une série de services qui étaient un peu au début de l'histoire Régus, de services photocopieurs, café, etc., enfin bureautique, j'ai envie de dire, est-ce que demain, on peut, je ne sais pas moi, facturer la sérendipité qu'on peut créer à l'intérieur d'un espace de coworking? Est-ce que ça peut se monétiser? Et d'abord, est-ce qu'on est obligé aussi de passer par un acteur de coworking? En opération. C'est passer obligatoirement par un acteur de coworking et qu'est-ce qu'on peut espérer commercialiser. Je pense qu'il n'y a pas tellement de limites dans ce qu'on peut espérer commercialiser et facturer une qualité de vie dans un immeuble. Je pense qu'on peut l'imaginer dès le moment où se développeront des marques. Dès le moment, et Régus, le groupe IWG, pardon, Giles en est l'illustration, puisqu'il nous a expliqué tout à l'heure qu'ils avaient au moins une demi-douzaine d'enseignes. C'est un petit peu comme l'hôtellerie que connaît bien Olivier. Je pense qu'il y a des marques dans le domaine de l'hôtellerie qui sont toutes des 4 ou des 5 étoiles, chez lesquelles on trouve des choses extrêmement différentes en termes de services, mais on sait qu'on va trouver quelque chose d'assez déterminé. Il n'y a rien qui empêche de penser qu'à l'avenir, les prestataires de services, voire les grandes foncières, ça va lui faire plaisir, mais bon, comme c'est un ami et que je l'aime bien, ce n'est pas un hasard si on a proposé à Olivier de se joindre à nous. C'est une foncière qui cultive la relation avec les utilisateurs, ce n'est pas la seule, hein, mais qui la cultive fortement avec des préoccupations justement d'être identifié comme tel. Donc, qu'est-ce qu'on va facturer demain? On va facturer de plus en plus de choses, mais incontestablement, des marques s'imposeront comme offrant un meilleur contexte aux startups ou un meilleur contexte aux entreprises industrielles, un meilleur contexte aux entreprises de services, qui sait, aux avocats. Toutes ces choses, je crois qu'on va assister aussi à l'apparition de segmentation dans ces domaines-là. Ouais, avec la croissance de Flex, il est très clair que la demande est très variée. Et pour reprendre le point de Maurice, nos différentes marques représentent différents types de demandes. On a une marque qui s'appelle HQ, c'est notre offre plus budget, où les gens nous disent, voilà, je n'ai pas forcément besoin d'un aménagement de luxe, d'une localisation très centrale, je veux juste quelque chose qui est très fonctionnel, relativement basique. À l'autre extrême, par exemple, en Spaces, il y a forcément beaucoup plus d'animation, il y a le coworking, il y a beaucoup plus d'événements. Donc, effectivement, chaque personne, chaque entreprise a des demandes différentes et de facto, la facturation est faite de la typologie d'environnement qui est créée. Et si une marque est malade, je pense à WeWork, est-ce que ça remet en question toute l'industrie? Est-ce que ça remet en question l'avenir du coworking, la dynamique d'expansion du coworking? Ou c'est un épiphénomène? Et j'ai noté que vous aviez levé 360 millions d'euros, donc je pense qu'il y avait des sujets opportunistes au bon sens du terme à saisir. Écoute, il faut dire que WeWork a fait et fait toujours énormément dans l'industrie de Flex. Et notre industrie a vu énormément d'acteurs débuter dans le secteur. Je ne pense pas que c'est pas un problème de mode. Alors, chez nous, nous sommes intransigeants sur un ensemble de facteurs qui sont dans la localisation, l'adéquation de l'immeuble pour exercer au mieux notre activité. C'est très, 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 très important. Les deals faits avec les propriétaires qui sont des deals de marché. Et comme vous savez peut-être aussi, notre métier est aussi excessivement consommateur de CAPEX. Donc, il faut idéalement lisser son développement dans les cycles et surtout pas le faire tout en haut du cycle et avoir les coûts centraux maîtrisés. Ça, c'est vraiment les facteurs clés de succès et ce que je peux dire, c'est le respect de ces derniers est fondamental pour avoir voilà, une activité qui fonctionne bien.
Merci beaucoup. On arrive vers la fin. Oui, Gilles. Moi, j'avais en fait une question Ah bah justement, c'est le tour des questions. au panel parce que là, on vient de parler beaucoup d'espaces de coworking, d'hôtellerie tertiaire. Bon, on avait juste avant parlé du bail classique 369. Je voulais poser une question sur l'attitude, enfin pour les investisseurs, l'attitude des banques, parce que j'en discutais avec d'autres utilisateurs, on constate qu'on nous demande de plus en plus de garanties, enfin, via les investisseurs sous la pression de banques, de plus en plus de garanties quand on prend des engagements en tant qu'utilisateur. Est-ce que les banques, vis-à-vis des investisseurs, voient différemment les investissements qui sont dédiés à des espaces de coworking? Est-ce que ils sont plus prudents maintenant? Là, du fait de la crise, on sent cette pression croissante, en tout cas, vu des utilisateurs. Est-ce que vous, IWG, vous ressentez, vous êtes amené à offrir plus de garanties, et donc est-ce que les prix peuvent s'en ressentir? Est-ce qu'il y a un changement Oui, Gilles, enfin, c'est très clair, c'est que bon, tout ça, c'est très, 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 très récent. Oui. Sincèrement, pour l'instant, je peux pas dire comment les choses vont s'orienter du tout pour la suite. Je ne sais pas comment ça sera demain, tellement la situation a été rapide et brutale. Je n'ai aucun indice sur comment les banques et les investisseurs vont réagir. Je n'ai vraiment pas d'idée pour l'instant. Moi, je peux répondre deux choses. Alors, c'est très conjoncturel et les banques réagissent très, très vite. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de volatilité sur le comportement des banques. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de financer une opération de développement en blanc, donc sans locataire, et c'est très facile de financer un immeuble avec un bail de 12 ans d'Engie. Voilà. Donc, évidemment, entre les deux, il y a des solutions de coworking. Moi, je partage complètement l'avis de Giles pour dire que ça augmente la valeur d'un immeuble d'avoir ce type de service dans l'immeuble. Ce n'est pas forcément partagé par les banques, ce n'est pas forcément partagé par les experts aujourd'hui, qui challenge un petit peu la valeur des immeubles quand on a ce type d'activité parce qu'ils considèrent qu'il y a de la volatilité. Alors évidemment, la période ne nous aide pas beaucoup, qu'il y a de la volatilité, mais c'est un peu la même chose que de financer de l'hôtellerie. En fait, on finance un business. On sera plus, c'est un peu différent que de financer de l'immobilier. En fait. Et l'immobilier, c'est vrai que pour l'instant, le secteur des banques, notamment, nous on le voit, le coût du financement se ressent forcément de la visibilité qu'on a sur les flux et du fait que c'est loué ou pas et que c'est loué à des qualités de signature à long terme ou pas. Ça prolonge la réflexion de l'un des participants qui dit que la flexibilité ne devrait pas faciliter les financements investisseurs et notamment le risk office, ils sont très réticents à l'incertitude sur les cash flows. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore dans le schéma mental des banquiers comme des experts en valeur. Il va falloir démontrer qu'on sait pérenniser des cash flows et il va falloir montrer des business plans. Nous, quand on finance des hôtels, on montre les business plans d'exploitation à l'expert immobilier et qui challenge l'exploitation hôtelière et qui regarde si notamment le taux d'effort que paie le locataire est compatible avec son activité. C'est exactement ce qu'on a avec maintenant des espaces. Nous, on a quelquefois des locataires comme WG ou d'autres. On nous demande aussi de voir quel est le taux d'effort de ce locataire, quelle est la pérennité de son modèle, de son business model, etc. En fait, je veux juste ajouter un mot. On est dans un contexte de récession. Dans un contexte de récession, les banques ont toujours la même réaction. Donc, ça n'est pas spécifique aux activités de coworking, c'est spécifique au fait que dans une récession, les boîtes sont moins solides et qu'on a vu, quand on a un peu d'expérience, avec le recul, on a vu des entreprises souffrir, voire mettre un genou à terre, voire disparaître, qu'on n'imaginait pas, même connaître des difficultés, alors que les récessions, on finit par les faire disparaître. Donc, ne reprochons pas, c'est toujours facile de cogner sur les banquiers, ne reprochons pas leur prudence, n'oublions pas quelque part que c'est avec l'argent de tout le monde qu'ils font des prêts. Et c'est vrai que le contexte actuel fait que les banquiers s'interrogent sur la capacité des locataires de payer des loyers, qui sont plus sensibles à des gens établis comme Engie
qu'à des gens moins établis, comme certaines sociétés de coworking plus récentes, et qui ont, comme Giles l'a dit, mis peut-être les bouchées doubles un peu trop dans leur développement, sont à attendre de monter en régime, quoi. Je voudrais, il est 10h moins 1, je crois, donc si tu permets, Gaël, je vais essayer de conclure. Alors tout d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui nous écoutent, qui sont très intéressés, puisqu'ils ont posé beaucoup de questions, et que comme on avait prévu qu'1 heure et que les participants avaient beaucoup de choses très intéressantes à dire, malheureusement, on va faire quelques insatisfaits et on en est désolé. La deuxième chose, c'est que je voudrais saluer la qualité de la participation de mes 3 camarades. Je crois qu'un débat comme ça, il y a 5 ou 10 ans, on ne l'aurait pas eu dans les mêmes conditions. Je trouve qu'il est extrêmement constructif. Et quand on a imaginé ce thème de Buy as a Service, on se disait, on est peut-être un peu ambitieux d'en parler comme ça, mais à vous écouter, on s'aperçoit qu'on est en fait complètement, on tape complètement au cœur de la cible. Je crois que ce sera bien ça le sujet. Je crois que ce sujet sera un sujet que chacun aborde. On voit bien les 3 parties prenantes qui sont autour de la table abordent de façon ouverte et constructive. Et donc, il aboutira certainement. Et pour ma part, je redirais que on est dans l'immobilier, dans un des secteurs qui a le moins profité du bond des technologies, et que ce chemin vers le buy as a service, ce chemin vers une utilisation plus flexible des locaux, il passera par l'utilisation des nouvelles technologies, il passera par la numérisation, et il passera par une nouvelle approche des façons de travailler, des relations entre propriétaires, coworkers et utilisateurs, que, encore une fois, Olivier, Giles et Gilles, vous avez magnifiquement illustré. Et sincèrement, je vous remercie pour la qualité de votre participation. Gaël, je te laisse. Est-ce qu'on laisse quelques questions? Je sais pas, attends, Là, on voulait finir à 10h, ça va être un peu compliqué. Il y a pas mal de questions, mais on revient. Il faut qu'on précise auprès de tous les participants qui vont être frustrés. Comme vous voulez, Michel. Moi, j'en ai. Est-ce que vous avez un peu de temps pour des questions, Giles, Gilles? Moi, j'ai un quart d'heure, pas de problème. Bon, écoute, allons-y pour des questions pour 10-15 minutes. Allez, moi, j'en avais une très basique qui avait été posée. Quels sont les types de services que l'on peut proposer dans le BaaS, Buy as a Service? Pas mal, ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme service? Je ne sais pas, Giles ou Olivier, le Buy as a Service, c'est qu'on va… Le socle, à la limite. Oui, on va facturer, par exemple, on va facturer des bureaux avec du mobilier, ça c'est la base. On va facturer des bureaux avec du mobilier et pourquoi pas de l'informatique aussi fournie. Voilà, on va dans cette direction qui est en fait le chemin qu'ont emprunté devant nous les sociétés de coworking, quoi. Nous, on fournit effectivement mobilier, le ménage, le gardiennage, le Wi-Fi, de l'infrastructure informatique si les gens le souhaitent. On facture des impressions, on facture… Voilà. On propose des services de catering, le cas échéant. Giles? Non, mais c'est ça, c'est le bon comparaison, c'est si vous êtes à la maison ou vous allez à l'hôtel. Donc, vous achetez souvent plutôt en package, mais effectivement, c'est le socle et ensuite différents services, plus les événements et surtout, j'ai envie d'ajouter la valeur ajoutée de coworking. C'est ça ce que beaucoup d'entreprises souhaitent, c'est cette capacité d'être avec d'autres entreprises et de travailler avec d'autres entreprises également. On peut même imaginer que… Bon, je suis tenté de faire une comparaison entre ce qu'on vit aujourd'hui dans l'immobilier de bureau, Buy as a Service, etc., et également l'hybridation des lieux de travail avec ce qui s'est passé dans le domaine de la logistique. Alors, pourquoi cette comparaison sur deux plans? Le premier plan, c'est qu'on va chercher à savoir où l'on recrute pour installer des tiers-lieux. Donc, on va chercher une forme de logistique pour l'emplacement de ces tiers-lieux. Et puis, l'autre comparaison avec la logistique, c'est que la logistique a commencé par s'appeler de l'entreposage, je me rappelle, commencer là-dedans, et que maintenant, bien, les logisticiens
non seulement emballent les colis, mais préparent les commandes, voire remplissent les cartons, etc. Il n'est pas interdit d'imaginer que, d'ailleurs c'était comme ça au début des centres d'affaires, il y a une partie du travail de secrétariat, une partie du travail d'exécution soit prise en charge par les sociétés de coworking, comme les centres d'affaires de ma jeunesse les prenaient en charge pour les entrepreneurs individuels. J'ai 3 questions de Rodolphe Debord, mais je vais en prendre, et une remarque. Je vais en prendre qu'une, et je vous ferai état de sa remarque après. Existe-t-il des solutions numériques pour créer de la convivialité intra-entreprise online et compenser la perte de la machine à café et des rumeurs de radio moquette? Et pourquoi devrait-on être passé au numérique dans ce domaine? Je fais juste une petite plaisanterie là, avec ma propre équipe. Je fais des réunions Teams que j'ai baptisées machine à café. Voilà, comme on est à distance dans la période confinée. Voilà. Bon, la convivialité, elle peut être, elle a besoin d'être réelle, elle a besoin d'être physique, Elle a besoin d'être présentielle. Moi, je pense qu'elle a besoin d'être physique. Et moi, la convivialité numérique, j'y crois pas beaucoup. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve les réunions Teams. Moi, je trouve que ça fonctionne très, très bien dès qu'il s'agit de réunions très structurées où on fait du reporting, où on regarde des process, etc. On a un cadre. Dès qu'il s'agit de pouvoir être beaucoup plus dans l'interaction, dans la créativité, ben, on perd beaucoup, beaucoup de choses. On perd l'informel, le langage corporel. Et alors, le pire, c'est les réunions mixtes. Là, j'ai fait une réunion mixte hier avec la moitié des participants en salle, l'autre moitié en Teams. Alors là, c'est très compliqué. C'est l'apocalypse. Ouais, je suis complètement d'accord parce qu'en Teams, quand on raccroche, on raccroche et puis on se parle plus avec les autres. Donc, tout le côté informel. J'étais hier au bureau et j'ai participé à une réunion physique depuis ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. C'est tout bête, mais qu'on prenne 5-10 minutes après pour des considérations hautes sur des sujets des fois un petit peu compliqués, ben là, il y a un gain, alors que quand on est en Teams, on raccroche et on n'a pas cet échange. Après, moi j'aurais juste une petite intervention, c'est qu'on est au début, du bureau, partagé comme cela, comme on a vécu tout le long chemin pour arriver au coworking. Et là, on est au début du bureau virtuel. Et donc, je pense que les millennials vont nous apprendre à codifier autrement en fait les relations avec un mix ou une hybridation entre le bureau réel, le bureau virtuel, et tous ces partages vont forcément naître demain. Je crois que ça va forcément arriver. Oui, puis dans les entreprises, il y a aussi des réseaux sociaux internes, hein, des groupes, chez nous, c'est des groupes Yammer, qui peuvent être tout à fait sur des questions très quotidiennes et de convivialité. Enfin, ce n'est pas strictement nécessairement professionnel. Ça se développe au travers de réseaux sociaux internes d'occupants de mêmes immeubles, de mêmes organisations. En tout cas, moi, j'ai intégré des nouveaux collaborateurs pendant la période de confinement. Je veux dire, je pose la question comment en virtuel je crée de l'engagement, je crée la communauté d'entreprise, je crée de l'affectio societatis avec ces nouveaux, comment je les intègre, comment j'accompagne les jeunes dans leur formation. On a des salariés qui ont fait des burn-out pendant la période de confinement. C'est des salariés qui ont décroché, en fait, à cause du confinement et à cause de la distance et le fait de ne plus être dans une équipe et soutenu par le collectif. Donc, voilà, c'est des sujets aussi, questions ouvertes. La convivialité, elle est résumée peut-être dans la fiche qui est derrière toi. Oui. Ça, on ne fera pas mieux. Alors, il faut consommer avec modération. Et il paraît qu'il y a de la pomme dedans. J'ai une dernière question. Alors, j'avais une petite remarque de Rodolphe Debord qui dit quel dommage que les intervenants brillants par ailleurs, donc ça c'est pour vous, messieurs, soient tous apparemment des hommes parisiens du même âge. Alors d'abord, parisien, on est tous des Provençaux, moi je suis un Breton, on n'a pas tous le même âge, et c'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup de diversité et beaucoup de parité dans cette table ronde, mais vous savez quoi, je suis sûr qu'on n'a pas fait exprès. Moi, je suis né à Alger. Hein, Maurice. Oui, bah écoute, dernier mot de conclusion, on se dit au revoir.
Oui, on se dit au revoir. Je pense que vraiment merci parce que je trouve que ce débat a été épatant. J'en ai vu quelques-uns, mais celui-là a sûrement été sur le sujet le meilleur auquel j'ai participé. Très constructif surtout, très très constructif. Puisqu'on avait quand même 3 dignes représentants. On avait un locataire qui est essentiel, on avait une foncière qui permet de créer le lieu, et on avait un opérateur, et un grand opérateur. Merci Gaël pour cette animation, c'était superbe. Merci les amis et à merci. bientôt. Au revoir. Merci. Merci à vous et à Au revoir. bientôt en présentiel, Bientôt. j'espère. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Oups, qui